Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. Toutes les bonnes choses pour chacun de vous. Nous parlons dans cette émission économique de tout ce qui touche à l'actualité économique en République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, ça fait plus de 2 ans que nous sommes avec vous sur cette chaîne et nous sommes heureux et heureuses avec toute l'équipe de Média Business Télévision ainsi que de tous les réseaux sociaux de vous présenter cette émission, de partager avec vous. Mais ce que nous aimons le plus dans cette émission, c'est que c'est vous, les internautes et les téléspectateurs, qui choisissez pour nous les thèmes. Alors aujourd'hui, en cette année, nous voulons un tout petit peu parler de toute l'actualité économique qui a secoué ou qui a tenu l'actualité en 2022, mais également qui continue en 2023, avec un invité qui n'est plus à présenter, que nous avons déjà reçu sur ce plateau avec vous, et nous allons parler de toutes ces petites choses, les questions que vous nous avez envoyées sur WhatsApp, et nous continuons de dire merci à ceux qui nous suivent de plus près, qui nous conseillent et qui nous boostent à faire mieux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité qui n'est pas présenté, mais il va se présenter davantage pour tous ceux qui ne le connaisseraient pas. Ça nous étonnerait. Et avec lui, pendant ces 30 minutes, nous allons discuter, poser de questions et essayer de comprendre davantage sur la politique économique de la RDC. Monsieur Al Kitenge, merci de venir sur notre plateau encore une fois. Merci beaucoup, madame, et bonne année à vous aussi. Bonne année à vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore. Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous n'êtes pas présenté, mais on va quand même un tout petit peu poser votre profil. Je préfère que vous le fassiez un peu plus. Merci, d'accord. Mon nom est Al Kitenge, je suis stratège et géoéconomiste. Je suis un expert des politiques publiques, gouvernance et innovation. Je suis un entrepreneur en série, aujourd'hui à la retraite, et donc je suis coach. Aujourd'hui, vous êtes dans plusieurs conférences et forums. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les jeunes, plus particulièrement, parce que nous avons l'impression que vous êtes un peu plus proche des jeunes, à vous prendre comme modèle et coach, selon vous? Simplement parce que mon engagement personnel, c'est ce qu'on appelle en anglais legacy. Qu'est-ce que je lègue? Je ne voudrais pas mourir et léguer une histoire par hasard. Donc j'ai décidé de construire mon legs pendant que je suis en vie. Et donc, pour l'instant, je consacre 80% de mon temps à faire des choses pour les jeunes. Ça me permet, moi, de me multiplier par 10 000, par 100 000, et ça me permettra de mourir en paix. Alors, une question qui va englober tout. Comment se porte l'économie congolaise à RDC aujourd'hui, selon vous? Je dois m'appuyer sur quelques chiffres pour vous parler. Mon point de vue est que l'économie du Congo se porte beaucoup mieux qu'auparavant. Pour une simple raison. Sur la même assiette économique, ça veut dire sur le même PIB qui n'a fait qu'une croissance de 6,5%, nous avons réussi à capter 3 fois plus d'argent. Ça veut dire qu'en termes de budget, nous sommes passés de 4 milliards à 12 milliards, alors que la croissance économique n'a été que 7%. Et lorsque vous regardez très bien ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on a coincé toutes les sources de fraude. Et on a réussi à mettre dans le panier de l'État près de 12 milliards de dollars, on est en train de vouloir aller à 16 milliards. Ça confirme l'ensemble de choses que beaucoup de personnes ont dites à l'époque. Un certain professeur, Daniel Mukoko, disait il y a énormément de fuites, il faut travailler sur le coulage des recettes. Un certain professeur, Luzolo Bambi, disait qu'il y avait près de 30 à 40 milliards de dollars qui circulaient en l'air. Et quand il en parlait, les gens avaient l'impression qu'il exagérait. Et aujourd'hui, avec l'IGF et les autres organes de l'État, juste un peu de discipline, nous avons réussi à capter, aussi bien en recette interne qu'en recette externe, près de 12 milliards de dollars. Et nous sommes passés pour la première fois de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième revue du Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, nous sommes dans un programme cohérent allongé sur le terme. Et quand vous regardez ce genre de choses, vous vous dites, mais bien sûr que l'économie se porte mieux. Alors les gens se disent, mais comment ça se fait qu'on ne ressent pas ça tout de suite dans l'assiette de la ménagère? Mais c'est très simple, les gens ne s'en aperçoivent pas. Nous sommes dans une crise mondiale liée à la pandémie Covid-19. Même les pays européens sont en faillite en grande partie. Ils sont en difficulté financière. Un pays comme le Royaume-Uni, les gens sont en sérieuse difficulté. Le carburant a été multiplié par 2. L'énergie est multipliée par 2,5. Et les ménages commencent à refuser de payer les factures. Nous en sommes là, dans un pays aussi riche que le Royaume-Uni. En France, on a vu des périodes où il n'y a pas de carburant et les gens... Donc la situation du monde est très grave.
Ce qui nous a permis, nous, la RDC, de résister et de donner l'impression que ça va plus ou moins bien, c'est le fait que l'État a décidé de prendre une grande partie d'argent, heureusement qu'il a mobilisé, pour faire ce qu'on appelle les subventions et permettre que la situation du citoyen ne soit pas difficile. En parallèle avec tout ça, l'État congolais a quand même multiplié par 1,45, ça veut dire a fait une augmentation de 45% dans les salaires des fonctionnaires. Ouais. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la protection sociale, les dépendants des militaires, les veuves des personnes qui sont dans au front, ont vu leur montant multiplié par 6, par 7. Nous sommes en train de faire la guerre aujourd'hui à l'Est. Et tenir une guerre dans une situation comme celle-ci, si nous n'avions pas l'argent que nous avons aujourd'hui, la situation aurait été beaucoup plus grave que ce que nous avons au front. Nous commençons à être capables de faire venir des experts, d'acheter du matériel, de signer des grandes conventions et de faire avancer les choses. Et je crois que tout ça n'aurait jamais été possible si nous n'avions pas cet argent en main. Il y a des pays comme le Ghana qui avaient fait un très bon bond en avant en termes d'indépendance économique et qui à un moment donné s'est même retrouvé dans une situation où il a dit j'arrête ma collaboration avec le FMI, je rembourse mes dettes à l'avance, qui sont tombés en difficulté aujourd'hui, ils sont en train de revenir dans un programme avec le FMI simplement parce qu'ils n'avaient pas le matelas nécessaire pour être en mesure de résister au choc exogène. Et en fait la RDC, si elle a pu résister, c'est grâce au fait qu'elle a réussi à mobiliser de l'argent aussi bien en francs congolais qu'en devises. Donc pour vous, tout va bien quand même. Je n'ai pas dit ça, je dis que le pays avance bien. Un peu mieux. Le pays avance bien, pas un peu mieux, le pays avance vraiment bien. Parce que finalement, aujourd'hui, on a une perspective. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Pour une fois, dans la vision de l'État, on va aller vers les 80% de la population à qui l'État n'avait jamais donné du service public de manière sérieuse. Ce fameux programme de 145 territoires. On va dépenser dans chaque territoire près de 10 millions de dollars. Allez-y, regardez l'histoire. Ce n'est jamais arrivé. Et pour la première fois, on va aller à la rencontre des citoyens qui n'ont jamais été servis par le service public. Mais qu'est-ce qu'on va y faire? On va y implanter l'autorité de l'État, la présence sociale de l'État, ça veut dire l'éducation et l'enseignement, et les deux n'ont rien de social en réalité, c'est des investissements dans le capital humain, mais c'est aussi une manière pour l'État d'assumer une présence pour être en mesure d'inviter les privés pour venir travailler sur des programmes de développement pour être en mesure d'avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller à la rencontre de la gouvernance d'une grande partie de notre population qui n'était pas du tout gouvernée. Alors, vous parlez de service national. Qu'est-ce que la RDC? Je ne parle pas du service national, je parle du programme national de développement local, le PDL 145. Voilà. Alors, on a quand même, parlons du service national à un moment. Qu'est-ce que la RDC produit elle-même aujourd'hui, puisque on importe plus qu'on produit? Et c'est une grosse faiblesse. On appelle ça l'économie extravertie. Je vais vous faire une illustration que je fais de plus en plus dans les conférences. Aujourd'hui, ce que nous produisons le plus, ce sont les produits miniers. Voilà. Qui sont des produits épuisables. Quand nous les avons travaillés un peu ou un peu plus, nous les exportons et nous avons des devises. Et de manière complètement inacceptable, nous prenons ces devises pour importer de la nourriture et importer des biens de consommation courante. Et c'est là notre faiblesse. Pour vivre au quotidien, nous sommes obligés de gaspiller nos ressources qui sont complètement inépuisables. Mais ça, c'est un héritage de l'actuel président par rapport aux anciennes gestions. Et c'est pour ça qu'il parle de la diversification de l'économie et il dit de manière répétée, il l'a encore dit au Sénégal, qu'il est important pour nous de diversifier notre économie. Exactement. Et une de ses paroles fétiches, c'est qu'il faut une revanche du sol sur le sous-sol en parlant de l'agriculture. Mais moi, quand je reprends ça, je dis on ne parle pas de l'agriculture, on parle de la chaîne de valeur agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. Il est important qu'on apprenne à transformer les biens chez nous pour être en mesure de leur donner de la valeur et être en mesure de consommer des produits locaux. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse produire ce qui est à nous? Est-ce qu'il y a un peu beaucoup plus de taxes que le climat? Non, ça n'a rien à voir avec les taxes. C'est d'abord un problème de vision. La deuxième, c'est une question de stratégie. La troisième, c'est une question de capacité opérationnelle. Je vais revenir sur ça. On a essayé Boukangalonzo. Il y avait une vision, mais on n'avait aucune capacité opérationnelle, on avait de l'indiscipline. Aujourd'hui, on se retrouve dans un scandale. Et donc, notre capacité à décider d'une chose et la réaliser, et c'est une chose qui demande une discipline sur toute la chaîne. Et ça, encore une fois, il y a un équilibre entre le public et le privé dans le cadre du partenariat équitable qui est mis en jeu, surtout lorsqu'il s'agit des fonds publics.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de développer des véritables développeurs de l'agroalimentaire de manière intégrée et leur donner éventuellement un certain nombre de facilités fiscales. Mais ça doit être une opération qui est entièrement prise en charge par les privés. Oui. Et les subventions de l'État devraient être dans les accès de facilitation, les infrastructures, l'énergie, la disponibilité de l'eau et éventuellement un régime fiscal particulier. Et là-dessus, il est important que l'État se rende compte que vous ne pouvez pas avoir un pôle de production et le reste se trouve être des pôles de consommation. On doit avoir ce qu'on appelle des pôles de production de proximité pour avoir un footprint faible en carbone. Ça sous-entend qu'en fait, on ne doit pas déplacer de la nourriture sur des milliers de kilomètres. Ça n'a pas de sens. Il faut être en mesure de produire dans la proximité. Exactement. Alors, c'est quoi une économie résiliente? Ça, c'est une question qui nous a été posée pour vous exactement. Une économie résiliente, c'est une économie qui est faite pour que, en cas de perturbation interne ou externe, elle a des mécanismes pour rester en place. Je donne un exemple simple. À un moment donné, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et du coup, le prix du pétrole monte très fortement, le prix des céréales monte très fortement. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle des réserves en interne, pour être en mesure de compenser le choc que vous venez d'avoir, vous allez subir de manière grave ces deux chocs extérieurs. Et ça, c'est le cas du Ghana qui a aujourd'hui connu une inflation énorme, simplement liée au fait que ils n'ont pas prévu de dépenser autant d'argent sur les produits pétroliers, faisant en sorte qu'il leur manque des devises pour aller sur des problèmes essentiels. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lorsque vous êtes une économie diversifiée, c'est plus simple pour vous. Si vous avez un choc sur un produit, vous êtes en mesure de résister sur les autres. Je vais vous donner un exemple simple, c'est le cas de l'Angola. L'Angola est une économie essentiellement pétrolière. Quand du jour au lendemain, le pétrole est passé de 120 $ le baril à 30 $ le baril, ils se sont retrouvés complètement démunis et ils ne pouvaient pas réagir. C'est pour ça que l'Angola a commencé à cibler la RDC comme étant une zone dans laquelle elle peut aller puiser des devises, parce que sa source principale de devises qui se trouvait être le pétrole, c'est vu du jour au lendemain en termes de valeur divisé par 4. C'est pour ça que l'Angola a beaucoup souffert, parce que l'Angola est une économie unijambiste. En termes de stratégie économique, on dit qu'une économie doit avoir au moins 4 pieds. Ça sous-entend qu'en fait, vous devez avoir au moins 4 pôles de croissance forts et solides. De sorte que même si un secteur subit un choc, les autres ont la stabilité. Je donne un exemple qui nous concerne. Nous sommes essentiellement sensibles aux questions minières parce que 92% de nos réserves en devises nous viennent du secteur minier. S'il y a un choc dans le secteur minier parce que la demande a baissé et que les prix baissent, nous le ressentons dans nos tripes. Et c'est pour ça qu'il est important, pour certains pays, de développer ce qu'on appelle les fonds souverains. C'est de l'argent que l'on met sur le côté pour être en mesure de prévoir l'imprévisible. Et il y a des gens qui disent, en plus des fonds souverains, il faut être en mesure d'avoir une économie largement diversifiée et avoir des sources d'entrée de devises différentes. Mais ça ne résout pas le problème. Il y a un troisième facteur, il est tout aussi important, c'est d'être capable de produire les biens dont vous avez besoin au quotidien. De sorte que vous ne dépendiez pas des chocs externes. Si c'est un choc interne, comme coronavirus, c'est un choc externe et interne à la fois, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas eu de l'activité, que vous soyez en mesure de résister. Vous pouvez avoir une épidémie comme Ebola qui se passe sur notre territoire, c'est un véritable choc. Il faudrait que vous ayez la capacité de pouvoir donner des réponses à ceux qui sont touchés par Ebola de manière directe. Donc une économie résiliente, c'est une économie qui résiste au choc, qu'il soit externe ou interne. Alors, expliquez-nous un peu la hausse du carburant à l'international, plutôt influée sur le prix de biens RDC. Pourquoi et Mais c'est très simple. Vous savez, les produits pétroliers sont en grande partie d'origine, aujourd'hui on se rend compte, russe. Surtout dans le gaz. Le gaz et les produits pétroliers de base qui servent dans la mobilité, comme vous le savez très bien, servent aussi à chauffer. Vu cette rareté des produits d'origine russe sur le marché, de manière classique, l'offre devient inférieure à la demande et de manière automatique, les prix montent. Et si ajouté à cela, l'Europe occidentale commence à dire qu'il faut bannir les produits russes, la rareté devient encore beaucoup plus grave si vous n'avez pas de solution de réchange. À partir du moment où les produits pétroliers montent,
le prix du transport de tous les biens augmente. Or, le prix du transport est une des composantes du prix en général des biens de consommation courante, en l'occurrence la nourriture. Si votre nourriture vient du Brésil, il faut quand même la mettre dans un conteneur, la mettre sur la mer pour qu'elle arrive jusqu'à Matadi. Et quand elle arrive à Matadi, il faut prendre le conteneur, le mettre sur des véhicules qui viennent ici. Et si le prix du carburant a significativement monté, cette augmentation de prix va se retrouver dans le prix de revient des biens ici. Et c'est normal que vous ayez à un moment donné des augmentations de prix. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas vu. C'est le prix du conteneur lui-même. Vous savez, pour avoir bloqué l'économie mondiale pendant une année, il y a plein de marchandises qui se sont retrouvées bloquées à gauche alors qu'elles devaient aller à droite. Et aujourd'hui, à un moment donné, les pays les plus riches ont commencé à faire la demande des conteneurs pour être en mesure de déplacer les différentes marchandises et équipements. Cette demande déséquilibrant l'offre du marché, les prix du conteneur, je parle du conteneur vide, a augmenté. Mais ça aussi, lorsque ça augmente pour un pays qui importe des biens, ça a une implication sur le prix de revient des biens qui sont transportés parce que le prix du conteneur à la location a augmenté. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces désordres qui se sont accumulés sur la place de l'économie mondiale qui a un impact sur l'économie de la RDC. Et nous, on a la chance, on a réussi à mobiliser beaucoup d'argent. Ça nous a permis de ne pas faire des dépenses ostentatoires, mais de compenser ce qui aurait pu être un choc grave. Et il faut vous le dire, si nous n'avions pas l'argent que nous avons mobilisé avec les patrouilles financières de l'IGF et les autres intervenants, je peux vous garantir que nous aurions été dans une situation beaucoup plus grave et je crois que nous aurions eu, ici à la République démocratique du Congo, des situations beaucoup plus dramatiques que ce que nous avons. Alors que pensez-vous de la lutte contre la corruption faite par l'IGF? Chapeau bas à l'IGF et chapeau bas à son leader, Julien Nguete. Il nous a démontré de manière assez claire que ce pays, s'il se respecte, s'il se digitalise et que si les gens renoncent de manière définitive à la corruption, à la fraude et à toute espèce de malversation, ce pays peut aller facilement à 50 milliards de dollars, 60 milliards de dollars, sans aucune difficulté. Il faut juste que chacun paye ce qu'il doit payer. Et aujourd'hui, il y a un autre acteur qui entre dans le jeu, c'est le ministre des Finances, qui révolutionne notre code fiscal, qui commence à nous rentrer dans la fiscalité posée sur l'individu et son activité. Et je pense que si nous digitalisons encore une fois toute l'économie congolaise, en commençant par le citoyen jusqu'aux entreprises, et que nous redevenons un pays, j'ai envie de dire, patrie, un pays nation, il va être facile de nous rendre compte qu'on était assis sur du miel, pourvu qu'on décide de le partager. Le drame dans ce pays, c'est que la richesse a été confisquée par des opérateurs politiques véreux pendant très longtemps. Et donc le logiciel était fait pour que ce soit de la prédation permanente. Ce qui fait qu'il était difficile de construire le pays, ça ne faisait même pas partie de la Convention nationale. Et aujourd'hui, si on tourne définitivement le dos à la corruption, et il y a encore énormément de résistants, et les résistants, c'est surtout par le passé. Je pense qu'à un moment donné, un pays comme le nôtre devrait faire ce qu'on appelle une amnistie. Mais l'amnistie doit être précédée par la vérité. Il faut qu'on sache exactement qui a fait quoi et à quel point il a nuit au pays. De sorte que plus jamais personne ne recommence ça. Et quand on a un nouveau code de vie collective, en ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, nous avons pendant longtemps truandé notre propre pays et les étrangers ont profité de cela pour être en mesure de nous pousser encore dans le trou pour essayer de rendre nos dirigeants dépendants et les faire marcher contre la République. Aujourd'hui, on a eu des gens, des Congolais en situation de pouvoir qui ont agi comme des véritables mercenaires vis-à-vis de notre propre économie. Et aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Il suffit qu'une ou deux universités étudient correctement d'où est sorti le différentiel d'argent qui nous a permis de passer de 4 à 12 milliards. Vous allez vous rendre compte que cet argent a toujours existé. La question, c'est il allait où? Mais ce que l'IGF fait, c'est seulement dénoncer, parce que la justice n'a pas encore arrêté tous ceux qui ont détourné ou corrompu. L'IGF fait trois choses. Il détecte la fraude et il dénonce, la justice va poursuivre son chemin. Il encadre le travail des opérateurs de l'État qui sont censés aller capter de l'argent pour qu'ils captent mieux, ça veut dire qu'ils sont là dans la prévention et ils captent effectivement beaucoup plus d'argent. 3, ils vont dans ce qu'ils appellent le travail concomitant, ça sous-entend qu'en fait, ils aident les opérateurs économiques
publics, en l'occurrence les entreprises publiques et les institutions, à travailler avec eux pour changer les méthodes. Parce qu'en fait, la plus grosse difficulté, c'est de changer de manière durable. Et bien entendu, dans les jours à venir, nous allons certainement avoir des gens qui ont été dénoncés avec preuve, qui vont passer en justice et qui vont devoir payer. C'est l'argent qui va entrer encore dans ça. Et moi, je lui dis non, je ne veux pas porter jugement sur le temps que cela prend, mais chaque changement prend du temps. Voilà. Alors on parlait des mines tout à l'heure, le secteur minier semble émerger en RDC. Pensez-vous que la RDC va se développer à travers les mines seulement? Non. Il n'y a aucun pays qui peut se développer vis-à-vis d'un seul secteur. D'abord, le secteur minier n'a même pas un plan stratégique de l'économie minière. Quand on en parle, on a l'impression que c'est une question du secteur minier. Non, c'est une question du secteur de l'économie des mines, comme il y a l'économie des transports, comme il y a l'économie du pétrole. Et cette question, on doit pouvoir la mettre sur la table. Elle répondra à un besoin unique, celui de dire qu'est-ce que nous dirons à nos enfants quand il n'y aura plus de mines ici. Nous devons être en mesure de convertir les ressources minières transformées, non pas en nourriture qui finit dans une fosse septique, mais ça doit être converti en route, en rail, en système d'enseignement et de santé pour que les jeunes gens qui arriveront après les mines se disent il y avait des mines ici, elles ont été converties en écosystème économique de développement pour que nous puissions être en mesure de passer de l'économie des matières aux économies des systèmes à l'économie de l'intelligence. Et ça, c'est très important. Mais nous n'avons pas que les mines. Nous avons les mines, nous avons les produits pétroliers, nous avons le gaz, nous avons aujourd'hui une forêt qui est complètement inexploitée et nous avons bien d'autres opportunités comme les opportunités du tourisme, nous avons des opportunités d'agriculture parce que nous avons 80 millions de d'hectares de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Ça veut dire qu'en fait, nous avons la capacité de produire. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, il faut utiliser les mines comme un levier pour être en mesure de développer les autres secteurs. Ok. Alors, quels sont les dégâts économiques causés par le Covid en RDC? Il y en a plusieurs. Le premier dégât, c'est les pertes de vie en vie humaine. On a perdu des gens de qualité, des gens qui étaient formés, qui étaient capables de continuer à travailler et qui sont morts. Très malheureusement, c'est le dégât le plus grave. Le deuxième, c'est qu'il y a des secteurs entiers qui ont arrêté de fonctionner. Vous savez, pendant un temps, le secteur du transport était complètement à l'arrêt. Nous n'avons pas pu ni expédier les biens, ni en recevoir ici. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences de tout ce qu'on n'a pas pu bouger. Il nous faut encore 2-3 ans pour être en mesure de résorber le choc. Et les prix que nous avons aujourd'hui, qui rendent non compétitifs certains pays, sont liés à cela. À côté de ça, il faut savoir quand même qu'une grande partie d'argent a été associé à ça. Regardez la quantité d'argent que l'on a mis pour faire des tests, pour faire des vaccinations et mobiliser des équipes, faire la surveillance épidémiologique et tout le reste. C'est de l'argent qui aurait pu servir à l'économie. Ebola ou Covid-19, c'est exactement comme la guerre. On dépense de l'argent qui ne reviendra jamais, qui ne servira à rien, alors que si on avait cet argent et qu'on le mettait dans l'éducation, dans la santé, dans le développement, ce pays serait à un autre niveau. Et donc pour moi, Ebola, Covid-19 et la guerre, c'est des trous de gaspillage complètement inacceptables. Les expatriés aujourd'hui en RDC tiennent, vous savez, la majeure partie des commerces congolais. Cela a-t-il une conséquence? La conséquence est majeure. Vous savez, ces étrangers qui vivent chez nous et qui ont tous les avantages et qui, en grande partie, servent à couvrir le blanchiment de capitaux d'un certain nombre de personnes, très malheureusement très proches des opérateurs politiques d'hier et d'aujourd'hui, ils posent des actes complètement délictueux. Vous savez, quand vous allez dans les supermarchés, il y en a de plus en plus, partout, 99,9% des biens qui sont là sont des biens importés. C'est pourtant des biens qu'on peut produire ici. La question, c'est pourquoi ces gens choisissent-ils de les importer plutôt que de les produire localement? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cela leur sert de prétexte fondamental pour être en mesure de sortir légalement les devises. Parce qu'il suffit simplement de faire une licence d'importation, vous sortez cet argent d'ici. Et tout le monde sait que c'est un commerce triangulaire clair. Il y a un rapport qui a été fait ici qui s'appelle le rapport MENA Finance, qui a démontré de manière assez claire que les importations que nous avons ici servent simplement à transférer les devises de l'autre côté. C'est très irresponsable pour un pays que de prendre les devises que nous gagnons difficilement sur des ressources épuisables pour aller financer le travail dans les pays qui nous envoient de la nourriture et des biens de première nécessité
que nous sommes capables de produire ici. Et ça, c'est une question de politique publique. C'est un problème de choix de politique publique. C'est une question de responsabilité du ministre des Finances, du ministre de l'Économie, du gouverneur de la Banque centrale. Et c'est une question que le Premier ministre devrait prendre très au sérieux. On ne peut pas continuer à avoir une configuration pareille où nous importons 99% des biens complètement inutiles que nous pouvons être en mesure de produire localement. Et encore une fois, ça, c'est lié au simple fait que les gens qui maîtrisent la distribution sont ceux qui déterminent la règle. Et aujourd'hui, les supermarchés que nous avons ici sont une très bonne chose en termes de circuits et systèmes de distribution, mais c'est complètement contre-productif dans le fait qu'ils ne vendent à 99% que des biens importés et surtout des biens que nous pouvons être en mesure de produire ici. Alors nous avons rencontré pendant cette émission et un peu plus ailleurs plusieurs jeunes entrepreneurs qui veulent commencer, se lancer, surtout des jeunes dames, mais la difficulté reste les banques. Non, la première difficulté, ce ne sont pas les banques. Ils disent que les banques leur accordent pas de crédit La première difficulté, c'est les emballages. Aujourd'hui, ici, quand un jeune homme veut lui donner de l'argent, il produit n'importe quel bien. Après, il faut l'emballer pour qu'il soit correctement mis à disposition. Aujourd'hui, nous avons à des coûts d'emballage qui vont jusqu'à 30 à 50% de la valeur finale du produit. C'est inacceptable. Et là, le FPI a un devoir, c'est de mettre ici, stimuler ici les industries d'emballage pour que ça stimule les opérateurs économiques. Le Kenya l'a fait, la Tanzanie l'a fait, le Cameroun l'a fait, l'Égypte l'a fait. Et l'emballage est un phénomène fondamental qui va faire la promotion des biens que nous avons. C'est la première des choses. Deuxième des choses, vous parlez du financement. Oui, l'État congolais a mis en place un fonds qui s'appelle Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, qui sert justement à faciliter aux jeunes la capacité d'aller emprunter des montants de plus en plus élevés qui seront en fait garantis par l'État. L'État congolais a mis 100 millions de dollars en dons, même pas en prêt l'année dernière, et en a mis 300 millions cette année. Mais qui sont sélectionnés pour ça? On n'a pas l'impression que c'est pas vulgarisé, on n'est pas sélectionné. On va dire que ce sont les nièces et les neveux. C'est totalement faux, madame. Vous êtes journaliste et vous pouvez vérifier ça. Ce n'est même pas l'État qui donne cet argent. C'est la Banque mondiale qui a recruté un cabinet qui, lui, travaille sur des bases vérifiables, et vous êtes journaliste pour être en mesure de pouvoir le faire. Pas même COPA. Le programme COPA. Et ce n'est même pas l'État, c'est l'argent de l'État, mais on a trouvé une agence pour être en mesure de le faire, pour éviter justement des choses du passé que vous êtes en train de citer, où on donnait de l'argent à des frères, à des sœurs, à des nièces, à des neveux. Non, cet argent va effectivement à des entrepreneurs, et il y a dans la vie des entrepreneurs que je peux te citer. Je reviens de Goma et je suis allé voir des entrepreneurs qui ont avancé. Il y a bien sûr des entrepreneurs qui ont reçu de l'argent, qui ont préféré le gaspiller, mais on ne va pas s'attarder sur ce genre de personnes, parce que c'est des personnes simplement irresponsables. Et je disais que cette année, il y a 300 millions de dollars qui seront donnés à des entrepreneurs sur des filières bien spécifiques, et il faut bien entendu être efficace là-dessus. À côté de ça, l'accès aux emprunts bancaires a été facilité par ces nouveaux outils que l'État a développés. En fait, si maintenant cet outil existe, l'argument que vous soulevez tombe de lui-même. Et donc, à un moment donné, il faut juste être sérieux et reconnaître qu'il y a une grosse faiblesse dans la formation. Les gens entrent à l'université, ils en sortent, ils n'ont jamais été préparés à devenir des entrepreneurs. Il y a des gens qui se jettent dans l'entrepreneuriat par effet de mode. Et donc, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment corriger aujourd'hui, c'est la formation. Et si nous avons des gens qui savent produire, qui savent développer des usines et des chaînes de production, ça ira nettement mieux. Regardez un pays qui nous suit de plus en plus, s'appelle le Kenya. Il n'importe plus du lait, il n'importe plus les légumes, il n'importe plus une grande partie de la nourriture parce qu'ils ont décidé de produire localement. Et ils ont mis tout en place pour ça. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui n'importent plus de poulet parce qu'ils ont mis une politique publique pour ça. Et il y a aujourd'hui des vrais opérateurs économiques dans ces filières. Et je crois que nous en sommes au point où, quand le chef de l'État dit que nous devons faire la revanche du sol sur le sous-sol, nous, les opérateurs économiques, on doit s'approprier ce slogan, utiliser les différents outils qui sont mis en place pour être en mesure de rentrer dans une programmation sérieuse, être en mesure de devenir, à l'échelle de 3, 4, 5 ans, des véritables opérateurs économiques qui saisissent des millions et des milliards dans notre pays. Exactement. Alors, on est en train de clôturer. Le chef de l'État a promis, pendant son mandat, de faire des millionnaires congolais. Vous en avez vu? Trois outils fondamentaux. Le premier outil, c'est l'autorité de régulation pour la sous-traitance. Aujourd'hui, beaucoup de millions et de milliards qui devaient aller de par la loi à des opérateurs économiques congolais sont encore en train d'être dissimulés par-ci, par-là, par des entreprises sur toutes les chaînes. J'ai juste envie de vous dire, des millionnaires, moi j'en connais, qui sont devenus millionnaires grâce à cette filière. Allez au Katanga, allez au Lualaba, des gens qui ont des contrats miniers, ils gagnent de l'argent.
l'objectif pour les chefs de l'État, c'est de ne pas laisser ça dans le secteur minier seulement, c'est de généraliser dans tous les secteurs pour que quand Vodacom commande pour 2, 3, 4 millions, qu'il commande auprès d'un Congolais. Parce qu'il y a des Congolais qui sont capables de travailler. Lorsque Bralima commande, qu'il commande auprès du Congolais. Il y a un nouveau directeur général à l'autorité de régulation de la sous-traitance. Oui. J'espère qu'il va poursuivre le travail de son prédécesseur, qui est celui de généraliser cette activité sur tout le monde. Deuxième, c'est qu'il ne faut pas espérer que les gens deviennent millionnaires par hasard. Ils vont devenir millionnaires parce qu'ils ont des projets, qui travaillent, qui produisent. Et le fonds de garantie de l'entrepreneuriat est un instrument en plus de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, l'ANADEC, l'ancienne OPEC, qui a été restructurée pour être en mesure de porter. Ces outils mis ensemble vont de manière définitive produire des millionnaires. Mais je voudrais vous donner un autre élément. Nous allons avoir accès à 145 territoires où il ne se passait rien. Et donc, du coup, on va y avoir là de l'activité économique. Et je dis toujours à mes confrères, c'est de là-bas que viendront les prochains millionnaires. Parce que finalement, on va avoir 80% de notre population qui va commencer à avoir du pouvoir d'achat et chaque chose qu'on peut leur vendre et qui sera vendue en volume. Et donc, encore une fois, il n'y aura pas de millionnaires par hasard. Travail, 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 travail. En même temps que nous aurons des millionnaires et des milliardaires, il devrait y avoir une classe moyenne. Mais encore une fois, la classe moyenne, les millionnaires et les milliardaires, ce n'est qu'une question de travail. Et pour qu'on y arrive, il n'y a pas une petite économie qui est capable de produire des millionnaires. Il faut que l'économie grandisse. Oui. Et pour que l'économie grandisse, il faut que nous soyons un pays en pleine discipline. Et aujourd'hui, notre programme national stratégique de développement se termine cette année. Il est important, et moi j'invite les scientifiques, j'invite les économistes, j'invite les opérateurs publics et privés à pouvoir nous asseoir pour réfléchir où est-ce que nous voulons aller en 2035. Ça nous laisse un horizon important pour être en mesure de savoir quels sont les grands projets structurants que nous sommes en mesure de commencer. Par exemple, on parle de INGA depuis des années. Quand on lance un projet comme celui-là, c'est près de 100 milliards de dollars. Vous imaginez si on balance 100 milliards de dollars dans cette économie sur 10 ans, de manière continue, ça change tout. On a un grand projet comme celui du port en eau profonde. C'est un projet sur 7 à 10 ans qui va être intensif. Je donne un autre exemple, c'est que rien qu'avec les 145 territoires, nos entités de production de ciment vont devoir multiplier leur production par 2, si pas par 3, parce que la demande tout d'un coup devient importante. C'est en faisant des grandes choses que nous pouvons faire grandir l'économie, c'est comme ça qu'on peut avoir des opérateurs économiques de taille. Et je pense qu'il est important que les Congolais se rendent compte qu'on ne va pas venir distribuer de l'argent dans les maisons, il est important qu'on travaille. On doit cultiver le culte du travail. Monsieur Kiteng, nous sommes très contents de vous avoir reçu. Une dernière question. Vous espérez être dans le prochain gouvernement comme ministre des Finances et de l'Économie? Si c'est vous qui nommez les gens, je vous rendrai hommage, je viendrai bien. Je ne suis pas un opérateur politique de base. C'est pour ça que je ne suis dans aucun parti politique, mais je suis prêt à servir mon pays. Ouais. Alors, c'est dit. Merci beaucoup de nous avoir vraiment donné votre temps. Encore aujourd'hui, et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous reviendrons toujours à vous lorsqu'il y a toutes ces petites questions. C'est mon travail et c'est mon dévouement de pouvoir éclairer l'opinion nationale. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux. Merci à vous, la jeunesse. Porter cette émission de plus en plus. Nous sommes heureux et nous continuons à nous appeler sur tous les numéros qui sont écrits au bas de vos écrans. À très bientôt sur toutes les plateformes, comme j'aime le dire, de YouTube et Twitter. Nous nous retrouvons très vite. Au revoir.